Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre journal Le Tour de l'actu. Voici les titres qui ont fait l'actualité cette semaine. La grande nouveauté, vous n'êtes pas passé à côté, c'est le déconfinement. Nous verrons au début de ce journal les difficultés que certains Français ont eues à se procurer des masques. Nous irons ensuite du côté des très petites entreprises où la reprise rime avec ménage et désinfectant. Dans ces métiers, au contact de la population, nous verrons comment à tout prix faire respecter les gestes barrières. Eux ont surtout des problèmes économiques. Nous irons enfin à la rencontre d'une restauratrice et dans un zoo pour mieux comprendre comment la crise du coronavirus a impacté leur activité. La grande préoccupation de ce début de déconfinement, ce sont les masques. Fabriqués, achetés ou encore offerts, chacun doit avoir le sien. Lison Bourgeois s'est rendue à Vichy où certains masques offerts par la commune ont suscité de vives réactions. La distribution des masques vichysois a fait grand bruit cette semaine sur les réseaux sociaux, alors que la communauté d'agglomération de Vichy a passé une commande de 145 000 masques. Certains se sont avérés défectueux. Une polémique sur la réelle protection sanitaire de ces masques qui n'a pas lieu d'être, selon le maire de Vichy, Frédéric Aguilera. Alors évidemment sur ces 200 000 masques, il y a 7 catégories de masques différents, dont celui-là d'ailleurs que je porte, qui ont été distribués en masse, et il y en a un où effectivement le tissu est un peu plus fragile que les autres, et ce qui fait que quand on le lave avec un essorage peut-être un peu puissant ou des choses comme ça, il y a un certain nombre de fils qui s'effilochent, c'est pas un problème. Donc ceux qui se sont vraiment fragilisés parce qu'il y a eu un lavage qui les a fragilisés, on échange ces masques depuis le début du processus. On en est à une grosse centaine de masques d'échangés, on sera peut-être à 200 ou 300 à la fin du processus. Malgré un défaut de fabrication pour certains, les masques ont l'avantage d'être produits dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, de répondre aux normes AFNOR et d'être réutilisables. Je m'en suis servi hier et après je l'ai lavé tout de suite derrière quand je suis rentrée. Donc voilà, il n'y a pas eu de souci au niveau du lavage. Il est sorti en bon état après être lavé, donc voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est obligé, c'est pas évident sans masque. Et merci beaucoup que les gens qui font les masques pour nous. C'est pas agréable, mais c'est mieux. Les masques défectueux peuvent être remplacés et tous les habitants sont invités à les utiliser le plus possible. Donc il faut que la personne en face de toi ait un masque, il faut que toi tu aies un masque, et imagine que toi tu n'aies pas de masque ou qu'une des deux, donc ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut que les deux aient des masques pour pouvoir protéger, pour pouvoir se protéger. Elle peut être très bien à tout moment, on sait pour quelle raison, éternuer, cracher, tousser. Et c'est important. La réactivité de la communauté d'agglomération de Vichy laisse espérer un déconfinement plus serein pour ses habitants, et même masqués, les citoyens sont heureux de pouvoir goûter à nouveau à la vie d'avant. La vie d'avant, c'est aussi ce que préparent les écoles. Mais une question persiste, faut-il ou pas rouvrir les cantines ? Dans l'école maternelle André Boissin, à Longuet, dans le Maine-et-Loire, on mangera bien à la cantine. Un reportage d'Emma Fourreau. Depuis la réouverture de l'école maternelle André Boissin, le protocole sanitaire est appliqué à la lettre. Jeux condamnés, matériel nominatif, tout est fait pour éviter le contact entre les élèves. Cela fait une semaine que les écoliers sont de retour et une semaine que la cantine leur est accessible. Une décision mûrement réfléchie en amont. Dans la mesure où logistiquement on pouvait le faire, il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas le mettre en œuvre. Nous avons des cantines qui sont assez grandes, donc on va aussi pouvoir espacer les enfants. Sur les 15 élèves présents dans l'école, une dizaine restent mangés. Marquage au sol, 2 enfants maximum sur des tables espacées et masques et visières pour le personnel, tout est fait pour que le protocole sanitaire soit appliqué. Pour que le mètre de distanciation soit respecté, les élèves ne se déplacent jamais. Les plats sont apportés directement à leur table et les enfants sont assistés pour débarrasser leurs restes. Des mesures nécessaires pour s'assurer que la cantine puisse rester ouverte. C'était indispensable d'ouvrir les cantines aux élèves pour que l'enfant puisse être scolarisé toute la journée. La difficulté, c'était de se demander si les enfants allaient bien respecter les consignes, ce qui est le cas, donc voilà, c'est plutôt rassurant. Un bilan positif pour cette école maternelle qui a trouvé comment satisfaire parents, enfants et personnel en même temps. Une victoire importante, car ce protocole sanitaire pourrait de nouveau être appliqué dès la rentrée de septembre.
Les TPE, très petites entreprises, ont aussi repris leur activité cette semaine. Dans ces métiers au contact de la population, les masques et les séances de désinfection se sont déjà bien installés dans le quotidien. Reportage à Rochefort-Montagne et Eda dans le Puy-de-Dôme. Auto-école, institut de beauté, c'est le même combat contre le virus qui s'est mis en place cette semaine. Il a fallu s'organiser, communiquer les nouvelles mesures aux clients et s'adapter. Alors mon travail, il a changé de plusieurs façons. L'accueil de mes clientes qui a changé parce que du coup là maintenant il y a tout un protocole où elles viennent avec le masque, c'est moi qui ouvre les portes, le nettoyage des mains à chaque tour et puis entre chaque cliente il y a toute la désinfection de l'institut. Donc voilà, une prise en charge qui n'a pas changé du tout au tout mais presque. Marine m'a bien expliqué au téléphone et en arrivant elle nous prend en charge, nous demande de nous laver les mains, de respecter, de rien toucher. Marine nous a bien expliqué. Dans cette auto-école aussi, il a fallu expliquer aux élèves les nouvelles règles et redoubler de prudence. On a fait un nettoyage de printemps, comme on dit, et puis préparer tout ce qui est gel hydroalcoolique, préparer au niveau de la salle de code, on a diminué le nombre de chaises. On est sur une capacité de 5 personnes dans la salle au lieu d'une quinzaine. A priori, pour les examens, on devrait être muni de visière. Enfin, l'inspecteur et le moniteur sera muni d'une visière et d'un masque. L'élève, lui, sera muni d'un masque seulement. Il est très compliqué de garder les distances préconisées par le gouvernement, mais on s'adapte. Chaque personne est équipée d'un masque, on désinfecte le véhicule à chaque fois et on demande aux personnes et nous-mêmes bien sûr de se laver régulièrement les mains avec du gel. Voilà le principe de précaution qu'on peut prendre pour l'instant. Non, pas du tout, on a tous les éléments de sécurité, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter forcément. Pas d'inquiétude à avoir donc, les mesures de précaution sont respectées. Retournons à Longué-Jumelles dans le Maine-et-Loire. Sur place, Emma Fourreau nous emmène dans l'entreprise d'emballage Jambal. Pour répondre à une demande de visière de protection, l'entreprise a modifié sa production. Depuis le mois de mars, l'entreprise de plasturgie Jambal Thermoformage a été fortement touchée par la crise sanitaire. Pour limiter la chute de son chiffre d'affaires, l'entreprise a diversifié son activité. Elle s'est mise à produire des visières de protection. Une initiative qui date de la fin du mois de mars. Nos objectifs, c'est de répondre, disons, aux besoins du marché. Actuellement, on est à peu près à 300 000 visières de fabriquées et on a une production qui peut monter à 30 000 par jour. Si 50 000 de ces visières viennent d'être livrées aux élèves et au personnel des collèges du Maine-et-Loire, Jambal ne compte pas s'arrêter là. 250 000 visières sont en production pour répondre à des commandes au niveau national. Et pour satisfaire ses clients, l'entreprise ne souhaite produire que des visières proches de la perfection. Les opérateurs, eux, sont vraiment les premiers acteurs au niveau de la qualité. Ils surveillent les pièces, chaque pièce, ils les contrôlent pour qu'il n'y ait pas de défauts. Toutes pièces qui font des défauts, ils les écartent. Après, si c'est des défauts qui sont récurrents, ils nous appellent et nous, on fait en sorte de régler le problème. Solides, confortables et relevables, ces visières fabriquées avec des matières alimentaires permettent à ceux qui les portent de ne pas souffrir en cherchant à se protéger. Un atout non négligeable pour la société. Voilà. Avec les visières, on a l'impression de participer à un effort collectif. Tout en limitant son déficit économique, Jambal répond donc à un besoin national. Car si ces visières made in France ne permettent pas de se passer des masques, elles sont tout de même une mesure de protection complémentaire dans cette crise sanitaire. Même avec le déconfinement, les secteurs liés au tourisme ne sont pas au bout de leur peine. En banlieue de Bordeaux, une restauratrice raconte les difficultés financières qu'elle subit. Léa Gallardo. Pour compenser les difficultés financières liées au Covid, Rachel Aubert, de chez Le Brasseur à Sainte-Eulalie, doit souscrire un prêt garanti par l'État, le PGE. J'ai fait une demande de PGE qui a été acceptée. On a eu aussi le chômage partiel parce que tous les salariés sont au chômage partiel. Et j'ai eu d'autres petits prêts, d'autres petites locations aussi qui ont été repoussées. Malgré l'ouverture du service à emporter, son restaurant tourne au ralenti avec seulement 2 employés sur place. Et lorsque l'on évoque les aides de l'État, la réaction parle d'elle-même. Alors au niveau de l'État, moi j'ai obtenu le PGE, mais c'est encore un prêt de plus. Donc pour moi c'est pas quelque chose de viable. Nous dans notre situation on n'a eu aucune aide, zéro. Là on va essayer de faire une demande d'aide au niveau régional. Donc je vais voir ça avec mon comptable. Mais pour l'instant j'ai droit à strictement rien. Heureusement, une solidarité réciproque s'est très vite mise en place entre la restauratrice et ses fournisseurs. On a eu
des fournisseurs plutôt sympas dans l'ensemble, qui nous ont permis de payer uniquement quand on va rouvrir. Après, on a privilégié les petits fournisseurs, les fournisseurs locaux, que nous, on a payés immédiatement, pour pas qu'ils se retrouvent embêtés sans trésorerie. Voilà. Mais nous, la solidarité des fournisseurs nous a permis de conserver notre trésorerie pour pouvoir payer des abonnements, certaines locations qui n'ont pas pu être reportées dans l'immédiat. Une solidarité qui est la bienvenue, mais comme tous les restaurateurs, Rachel Aubert a hâte de reprendre une activité normale. L'activité est aussi perturbée dans la réserve zoologique de la Haute-Touche située à Opter dans l'Indre. Le parc aurait dû ouvrir le 4 avril, mais pour l'instant, tout reste fermé. Les équipes tournent au ralenti. Tanguy Gadin vous emmène sur place. À la réserve zoologique de la Haute-Touche, la nature reprend ses droits. En l'absence de visiteurs, les animaux peuvent sereinement profiter de leur milieu. Si certains continuent de se montrer sous leur meilleur profil, d'autres commencent à vraiment trouver le temps long. Pour les accompagner au quotidien, une équipe réduite de soigneurs continue d'être mobilisée depuis le début du confinement. Comme on a été en équipe réduite, c'est-à-dire 5 par jour, on n'a pas pu faire comme d'habitude à essayer de travailler à deux. Généralement, on essaye de travailler à deux. Donc là on n'a pas pu, donc c'est sûr qu'on a beaucoup moins de temps pour les animaux. On fait notre base, c'est-à-dire qu'on regarde tout le monde, on passe quand même du temps avec eux, mais y a plein de choses qu'on a laissé un petit peu, qu'on a laissé passer un peu à la trappe parce qu'on n'est pas deux, et donc les journées passent très vite. Placés aux petits soins, les 120 espèces du parc bénéficient d'un cadre paisible et des 150 hectares qui leur sont réservés. Et si certains profitent du calme pour officialiser leur première sortie, d'autres sont un peu plus réticents à l'idée de se montrer. Mais le bien-être des 1500 locataires de la réserve a un coût. Malgré l'absence de recettes habituellement générées par les entrées du public, le parc n'est pour l'instant pas en danger économiquement. La réserve zoologique de la Haute-Touche est un établissement public. Nous dépendons du Muséum national d'histoire naturelle. Ce qui fait qu'on a nos budgets de fonctionnement qui font que on n'a pas eu de soucis majeurs de financement. Par contre, effectivement, nous avons des recettes en moins parce que nous devrions être ouverts depuis le 4 avril. Si ça n'a pas d'impact direct sur notre fonctionnement pour cette année, ni même pour les salariés et pour la maintenance du parc pour les années à venir, on peut craindre qu'effectivement le coût de cette pandémie impacte énormément les budgets de l'État à venir et que nos budgets risquent d'être un peu resserrés dans les années à venir. La réserve zoologique de la Haute-Touche espère ouvrir ses portes le 4 juin prochain. En attendant, les animaux savourent les derniers moments de tranquillité avant le retour du public. C'est maintenant l'heure de notre rubrique Info Selfie. Cette semaine, c'est Lison Bourgeois qui nous emmène avec elle à Vichy, en plein déménagement. Avec le déconfinement, les étudiants en profitent. Avec près de 5000 étudiants qui y vivent à l'année, Vichy a gagné une réelle popularité étudiante. Ce sont autant de personnes qui ont pris la route un peu précipitamment à l'heure du confinement. Le déconfinement sonne alors déménagement pour beaucoup d'étudiants. Antoine Heller a accepté qu'on le rejoigne pour faire ses cartons avec lui. Je vous y emmène de suite. Bonjour Antoine! Bonjour Lison, comment ça va? Bon alors, où t'en es dans ton déménagement? Eh ben là, comme tu peux le voir, on a rassemblé tous les cartons. Là, on attend juste le déménageur et puis on va charger tout ça. Déjà, on déménage maintenant grâce au déconfinement. On en a profité. On voulait pas déménager trop tard après ça. On a profité de l'occasion. Puis, vu qu'il va y avoir du monde, je pense que déjà la police sera peut-être un peu plus laxiste et moins présente aussi. Face à la situation particulière des étudiants, les propriétaires sont plutôt indulgents. Nous allons de suite rencontrer Jonathan Barnerias qui s'occupe de l'état des lieux de la résidence intergénérationnelle des Dogs des Bois. Je vous emmène avec moi. Normalement, il y a une visite conseil un mois avant où on dit aux locataires de bien nettoyer le logement, de passer un coup de peinture si les murs sont sales. Et là, vu que c'est la cause du moment, on est obligé de faire ça. On n'est plus indulgent sur les petits problèmes qu'il y a à avoir. Comme juste derrière moi, il y a de nombreux camions de déménagement dans les rues vichysoises en ce moment. Cependant, le gouvernement a rappelé qu'il valait mieux reporter son déménagement à début juin. Donc peut-être soyez un peu plus patients. Lui aussi aimerait bien déménager, mais au Canada, Léa Gallardo a rencontré Michael, l'un des nombreux Français expatriés qui cherchent, après le confinement, à retourner dans leur pays d'accueil.
Michael Grandjean, creusois de 25 ans et québécois d'adoption depuis 2 ans, a été rapatrié en France en urgence à cause de la crise du coronavirus. Tout s'est enchaîné très rapidement. En 8 jours, j'ai dû quitter le Québec. C'était une ambiance quand même assez anxiogène. Malgré ce départ précipité, la vie de Michael continue au Canada. Au niveau du courrier, je reçois aussi du courrier encore à l'heure actuelle. Aussi, j'avais demandé à ma directrice d'utiliser un petit carton pour qu'on mette plusieurs effets personnels et que je serais bien content de pouvoir retrouver une fois que j'y retournerai. Le Covid va considérablement rallonger le traitement de sa demande, mais Michael est pressé de pouvoir retourner outre-Atlantique. Alors, je serais vraiment très heureux si mon dossier de résidence permanente est accepté, puisque ça me donnera l'opportunité vraiment de retourner au Québec et de pouvoir y travailler librement. J'ai beaucoup d'espoir et puis on va espérer aussi que la crise du Covid nous épargne de ce point de vue-là. En attendant la fin de la crise, il garde contact avec le Québec et se prépare déjà pour son retour. Et c'est ainsi que se termine notre journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain pour la 3e édition du Tour de l'Actu. En attendant, prenez soin de vous et à samedi.